toutes et à tous, bienvenue à cette conférence qui a comme thème la course au armement en matière de cyber-résilience. Comment la directive CER renforce-t-elle les défenses de l'Europe? Alors, cette table ronde portera sur la directive relative à la cybersécurité et à la résilience CER, une nouvelle réglementation européenne visant à renforcer la cybersécurité des infrastructures critiques et des services essentiels au sein de l'Union européenne, afin de garantir leur résilience face aux menaces et incidents cybernétiques, contribuant ainsi à la sécurité globale de l'Union européenne. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés deux experts de renommée. Je vous présente Jean-Luc Peters. Bonjour. Bonjour. Et Nabil Ali. Bonjour. Bonjour. Donc, je laisse en premier temps Nabil se présenter, après Jean-Luc va vous présenter. Merci. Mon nom c'est Nabil Ali, je suis le président de Sabatel Technologies au Canada. On est un business 25 ans. On fait des cybersécurité services, incluant la GRC, l'analyse du risque de menace, tout qui est relié avec le service de cybersécurité. On a beaucoup d'expérience dans ce projet, dans ce directive qui amène. Et puis, on est présent en Belgique, à Bruxelles, à travers Nisca Group. Merci. Merci Nabil. Jean-Luc. Alors Jean-Luc Peters, je suis le responsable du CERT belge, Cyber Emergency Response Team. Donc c'est en fait l'équipe de pompiers digitaux, si je puis m'exprimer ainsi. On fait partie du Centre pour la cybersécurité, qui est en fait l'équivalent de l'ANSI, mais en Belgique. Mon équipe, c'est une trentaine de personnes, à peu près, pour donner une idée de grandeur, dont une quinzaine de gens qui sont actifs dans vraiment la réponse à l'incident, principalement des opérateurs de services essentiels, à Nice 1 et associés, secteur nucléaire, ce type de secteur-là, pour les incidents cyber. Merci Jean-Luc. Alors, c'est un thème d'actualité, c'est un thème très intéressant. Pour cela, donc, j'ai quelques questions à vous poser. Je vais commencer en premier temps avec Jean-Luc, avec la première question. Alors, si nous combinons les différentes réglementations telles que le CER, le NIS 2 et la loi sur la cyber-résilience sur le terrain, est-ce qu'elle augmente réellement l'aspect défense et protection de la cybersécurité, ou sont-elles principalement là pour se concentrer sur les aspects de gouvernance? Oui. Quand on prend un peu notre fonction au niveau de la réponse à l'incident, quand on voit les types d'attaques et les types de vecteurs, on se rend compte que même les sociétés qui sont certifiées ISO 27001 se font aussi hacker, au même titre que les entreprises qui le sont moins. Par contre, j'ai souvent... je dis souvent, parce que j'argumente souvent avec les gens très techniques, hein, dans notre secteur, c'est des experts techniques, hein, qui, eux, la gouvernance, etc., c'est un peu loin de leurs préoccupations journalières. Je crois quand même que ça met une baseline qui est importante. Je crois qu'à peu près 50% des choses, parce que dans le cadre de la bonne gouvernance, 50% nécessite d'avoir régulièrement des audits. On a quand même des contrôles externes qui sont effectués, des plans d'awareness en interne qui sont mis en place, etc. Donc il y a quand même un réel avantage. Quand je prends les trois directives qui m'intéressent particulièrement pour le moment, à savoir Nice 2, le CER, mais le CER quelque part, soyons honnêtes, pour la partie cybersécurité, c'est quasiment un copier-coller, parce que ça fait référence au Nice 2. Hein, si on tombe dans le CER et qu'on a été identifié comme entité critique, de facto, les mesures de sécurité à appliquer sont les mêmes que les entités essentielles définies en NIS 2, donc c'est les mêmes choses, sont quelque part. Et puis après, on a aussi le CRA, certification au niveau de produits et services. Je crois qu'au niveau Europe, des choses se mettent en place. C'est excessivement lent. Au niveau de la certification produits-services, idem. Mais je crois qu'à terme, dans le cadre de quel est un produit qui est plus ou moins fiable, quel est un produit où je suis un opérateur et je peux avoir une certaine forme de confiance dans la qualité même du produit, tout comme quand j'utilise ma carte de banque, je sais que le chip ou la carte SIM ou l'eSIM, etc., je sais que le chip est protégé via toute une série de mécanismes, que le cycle de production en tant que tel me garantit un niveau de service et de sécurité, pardon. Ce sont trois éléments qui sont importants. Quand je reprends
dans le cadre d'incidents que l'on est parfois amené à gérer. Je prends l'exemple général, mais on peut parfois se retrouver hypothétiquement, disons-le comme ça, par exemple dans des sociétés qui sont actives dans la construction. Construction, qui dit construction, dit aussi plan de bâtiment. Plan de bâtiment sous-contractant souvent pour des opérateurs et quelques opérateurs du type peut-être même services essentiels, voire infrastructure critique, encore pire, parce que l'infrastructure critique, c'est aussi une focalisation sur la partie physique des choses, la sécurité physique, les plans de gestion de crise, etc. Tous ces éléments-là reviennent. Quand on voit ce type de hack ou d'attaque, on se dit que quelque part, toute cette réglementation-là tient quand même à réaugmenter et rehausser le niveau à terme de sécurité. Donc dans l'immédiat, c'est relativement je ne vais pas dire light, mais les recommandations ou les éléments, les contrôles qui sont définis dans NIS 2, il y en a une dizaine, il y en a peut-être 12, 13, si on rajoute toute une série comme les obligations de notification, etc. Si on voit un peu plus en profondeur, on en trouvera encore toute une série de points de contrôle aussi. Néanmoins, ce type de réglementation-là, je crois que ça amène une réponse tant au niveau gouvernance qu'au niveau de la partie protection, qu'au niveau de la partie détection. Donc à terme, je crois qu'effectivement, ça va augmenter la résilience des entreprises, mais le chemin est encore très très long. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Merci pour ces informations très pertinentes. Donc, dans la même approche, j'ai une autre question pour compléter votre explication. Qu'en est-il des différents niveaux de maturité en matière de cybersécurité des secteurs concernés par la réglementation CER? Dans les infrastructures, quand on reparle des infrastructures critiques ou de la loi sur les infrastructures critiques, parce qu'en fait le CER n'est pas plus qu'une évolution de la législation au niveau des infrastructures critiques, il y a toute une série de secteurs qui ont été rajoutés. Je crois que ce qui va être très intéressant, c'est de voir quelle sera la position des autorités sectorielles par rapport à cela. Donc l'autorité sectorielle, différence NIS 2, CER, désignation explicite des opérateurs par l'autorité en compte. Donc on désigne. Avec NIS 2, on tombe dans les critères ou on ne tombe pas dans les critères. À partir du moment où on est désigné, on est assimilé d'office comme entité essentielle. Et donc la supervision, plus la supervision même post, les obligations d'audit, etc., tout ça, ça va tomber dedans. Je crois que c'est très intéressant de voir entre les opérateurs, je dirais plutôt classiques, parce qu'il y a des opérateurs où la maturité est quand même très élevée, même au niveau infrastructure critique, quand on regarde, je veux dire, transport au niveau énergie, etc., ce n'est pas les premiers clients qui vont aller taper à notre porte. Je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas de problème cyber, attention, ça je n'ai pas dit, grosse nuance, mais aller taper à la porte du CERF pour demander de l'aide, ça c'est autre chose. Par contre, quand on regarde au niveau des hôpitaux, alors la question ça va être est-ce qu'il y aura des hôpitaux qui vont être désignés comme critiques ou pas? Parce que bon, il y aura aussi des réglementations, des possibilités aussi au niveau de l'Europe d'aller faire des contrôles. Je crois que la question va être plus, est-ce qu'on a vraiment par exemple des fonctions qui sont uniquement localisées dans une seule partie du pays, par exemple, là, ça pourrait potentiellement devenir des infrastructures critiques. Donc la maturité, je crois que je me pose des questions quant au niveau de tout ce qui est production et distribution de denrées alimentaires, sans porter un jugement par rapport au niveau, je ne sais pas pour le moment. Je crois que tout ce qui est production d'eau, tout ce qui est eau résiduaire aussi, pas encore eu beaucoup de discussions avec les opérateurs pour le moment là, dans ce secteur-là, mais je serais intéressé de voir un peu où est-ce qu'ils en sont. Gouvernemental, soyons honnêtes aussi, au niveau gouvernemental, on a pas mal de... on a aussi du boulot, on a eu aussi du boulot à faire par rapport à cela. Donc, tout ce qui est augmentation des secteurs qui viennent se rajouter au niveau de CER, là je me demande quand même, par rapport au niveau de maturité, par rapport aux réglementations qui vont se rajouter par rapport à cela, comment est-ce que cela va être géré? Bon, les délais sont quand même relativement larges par rapport à cela, mais quand même, je crois que là, on va quand même rajouter une sérieuse couche. Je sais que dans certains secteurs en Belgique, on parle de là où au niveau des opérateurs NIS 1,
on était à un nombre très limité. Maintenant, on commence à désigner, et donc ce sera dans le cadre de la directive CER. On a quand même augmenté fois 10 le nombre d'opérateurs qui ont été désignés. Donc le scope devient quand même Le périmètre est plus large, tout à fait. Relativement large. Tout à fait. Merci pour les explications. Là, je vais m'adresser à Nabil. Alors, Nabil, selon ton expérience du terrain par rapport à cette réglementation, selon toi, quel est le paysage des menaces pour les entités critiques? Merci beaucoup. Avant, désolé, j'ai fait une crise d'allergie terrible. Je pense à cause du produit dans ta vie. J'espère que tu me prends bien. Ça fait presque 20 ans qu'on fait l'analyse du risque de menace pour l'infrastructure critique. Avant, c'était facile. Si tous les systèmes de réseau s'étaient enfermés, la technologie n'était pas assez avancée. Maintenant, on trouve, je donne plus d'exemples, sans nommer les clients, mais c'est juste qu'on a un retour d'expérience. Avant, c'était facile, comme j'ai dit. Maintenant, tu veux voir tous les systèmes. Je projet, par exemple, l'EUZ et l'eau potable. Tu vas voir tous les petits sensors que c'était fait à travers le Raspberry Pi d'ingénieurs en écrit. C'est très simple, c'est fermé. Maintenant, on fait une mise à jour pour ramener des éléments nouveaux qui a un protocole n'est pas connu. Aussi, tu te mets dans un réseau et essaie de connecter avec la compagnie que tu as acheté pour donner tous les data, tout ça. Ça a mis un problème parce que tu vois, ça ouvre le réseau, ce qui normalement était fermé, ça crée beaucoup de risques. C'est facile de faire d'attaque. Juste un exemple, tu prends un sensor qui est sur l'eau potable ou l'EUZ, tu fais le comprend il est fermé, banda il est ouvert, ou le ouvert, banda il est fermé. C'est l'un des codes que tu veux faire un désastre. Ça, c'est vraiment pour donner l'importance de ce sujet-là. Comment on fait? Il faut qu'on fasse vraiment l'analyse de risque de menace comme il faut. Numéro 1, de identification, évaluation d'éléments critiques de ce réseau-là. Très important. La plupart des gens qui vont acheter un nouvel élément, mais ils laissent les vieux éléments en cas où il y a un problème pendant 3-4 jours, puis oublient. C'est que l'inventaire, là, il n'est pas vraiment fiable. Ça commence avec un bon inventaire d'éléments critiques. Et puis, après, c'est le menace. Le protocole qui essaie de faire la communication sur Internet, les menaces de personnes aussi, parce qu'il y a un problème avec les gens qui utilisent ce système-là, ne sont pas vraiment informaticiens et qui comprennent beaucoup la formation et les risques de menaces. Donc, éduquer, c'est très important. Et une autre chose aussi, c'est que dans ces systèmes, l'analyse du risque, on dirait qu'on a besoin beaucoup d'éducation au niveau gouvernance pour comprendre l'impact. C'est ça. Le directive sur papier, c'est très bien. Je suis d'accord avec Jean-Luc, comment renforcer. Tout à fait. Voilà. Peut-être par rapport à ça aussi une question que je me pose, parce que tu citais l'exemple au niveau Raspberry Pi, etc. Ouais. Mais il y a dans NIS 2, il y a quand même l'obligation de mettre en place un système de vulnerability management pour gérer toutes les vulnérabilités. Maintenant, si on prend l'hypothèse, même pas l'hypothèse, c'est un cas de figure avec lequel on a déjà été confronté, où certains opérateurs qui pourraient à terme même être désignés comme étant opérateurs de services critiques sous CER, qui vous disent oui mais c'est bien, mais on ne peut pas, de par le fabricant, faire un upgrade ou une mise à jour au niveau du système, parce qu'on perd alors la certification. Et donc on se retrouve dans des cas de figure qui sont parfois... Alors je sais qu'il y a des mesures de sécurité, on peut isoler les systèmes, etc. Donc souvent d'un point de vue consultant en externe, c'est facile. Mais quand on est responsable opérationnel au jour le jour, quand on a la pression, alors la question, ça va être comment est-ce qu'on va gérer ce type de choses-là, parce qu'on va avoir une obligation quelque part légale de gérer les vulnérabilités, mais on ne peut pas le faire parce qu'il y a le fournisseur, etc. Donc je crois que là, on va avoir quelques beaux challenges, je crois. Tout à fait. Je voudrais rajouter une chose aussi, c'est que la complexité de ce réseau est plus complexe que le réseau informatique.
Si tu vois la complexité avant qu'il y a des gens qui comprennent, c'est enfermé, voilà, il est isolé. Mais maintenant, les portes, tu es capable d'ouvrir, tu vois l'Internet, les caméras, tu es capable de faire l'attaque. Donc, le réseau même d'intégration entre ces réseaux-là est très, très compliqué dans l'informatique. Il y a un manque de compréhension et l'impact qu'il a fait sur ça. Tout à fait, Nabil, j'interviens aussi avec Jean-Luc. Comme on le sait très bien, avant, les sociétés étaient comme des châteaux fermés. Ah, voilà. Dans les années 80-90, on n'avait pas cette ouverture. Aujourd'hui, les sociétés, c'est comme on peut schématiser comme des aéroports. Donc on a tellement de flux entrants et sortants. On a la partie IoT, les objets connectés. C'est ce qui fait, ça augmente la surface d'attaque. Voilà. Et d'où la nécessité de mettre en place une réglementation pour cadrer tout ça et surtout protéger donc, les sociétés OIV. Je continue dans la même approche, Nabil, pour te poser une deuxième question. D'après ton analyse, bien sûr, quels sont les risques et les mesures d'atténuation afin de contrer à ces menaces? Oui. Bon, les risques, c'est réel. Risque opérationnel, numéro 1, parce que tous ces services essentiels pour chacun. Donc, il y a une disponibilité, intégrité des services-là. Et le web en anglais, on sait safety aussi. Il faut rajouter normalement l'informatique, on dit. Voilà, c'est la sensibilité au niveau de confidentialité, intégrité et disponibilité. On rajoute avec ce système-là safety, je ne sais pas le terme en français qu'on utilise. C'est très important parce que l'effet, c'est très énorme si y a une attaque. Le risque, c'est l'attaque, il faut sûr, il faut comprendre le risque que c'est un système critique. S'il y a un problème avec le système, quel est l'impact? Comprendre le risque de chaque élément et puis dans chaque membre du pays, ça va être énorme, il faut comprendre ça. Le risque, il n'a pas de système de notification qui est global entre les membres. Il faut avoir une stratégie. Il faut comprendre, comme j'ai dit, qu'on va l'identification de l'élément essentiel, le risque, le menace pour ces éléments-là, soit on dit, comme on dit, c'est juste the weakest point, comme on dit en anglais. Si il y a un système d'attaquer, quand Raspberry Pi, ça va faire d'accès à tout le système, il faut comprendre ça. Le risque personnel aussi, de voir des gens sans code de sécurité, qui travaillent avec ces éléments-là. Maintenant, le service cloud va commencer à rentrer pour avoir ces données-là, parce que rentrer le cloud, c'est un ordi de quelqu'un d'autre à la fin de journée. Comment on a reçu le risque-là. Et puis, voir les menaces, l'élément critique, et calculer vraiment le niveau du risque. Avoir ça, de faire la mitigation, la recommandation pour comment mitiguer ce risque. D'accord, merci Nabil. Donc je reviens à Jean-Luc. J'ai une autre question. En quoi la réponse aux incidents et les obligations d'un CSIRT seront-elles différentes pour les entités SER et les entités NIS? Y aura-t-il une différence dans les services, vu votre expérience dans ce domaine? Donc, je pense que... Donc la définition au niveau de CSIRT, Cyber Security Incident Response, il faut déjà départager deux notions par rapport à ça. Il y a la partie, ce qu'on appelle tout ce qui est renseignement au niveau de la menace, threat analysis, threat research, et puis la partie réponse à l'incident, le containment et tous ces aspects-là, quand il y a un incident, la prévention aussi par rapport à ce truc. Donc, est-ce qu'il y aura des différences par rapport au service? Je crois que la réponse, on va essayer d'éviter qu'il y ait trop de différences par rapport à ça, mais je crois qu'il faut être réaliste. On ne sait pas gérer une entité SER ici, en l'occurrence. Quand ce sera une entité SER, on va la considérer et on offrira le full package au niveau des services que nous, on amène aux opérateurs de services essentiels au sens de la loi NIS 1, mais ce sera aussi au sens de la loi NIS 2. Petite parenthèse, on fait bien plus que uniquement ce qui est obligatoire au niveau légal, parce que nous faisons des interventions in situ aussi, donc dans le cadre, le pays est un peu plus petit par rapport à ça, mais dans le cadre d'intervention, nous intervenons aussi
pour aider les victimes de différents types d'attaques. On a le ransomware qui est le truc le plus connu, mais il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a tout ce qui est state-sponsored, il y a la partie plus espionnage au sens large du terme, donc des éléments un peu plus techniquement un peu plus compliqués que du ransomware, parce que malheureusement le ransomware, techniquement, il n'y a pas grand-chose, il y a la partie digital forensics, mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose, il y a moins à faire par rapport à cela. Donc, est-ce qu'il y aura des différences? La réponse est on va essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de différences, mais notre priorité sera les opérateurs de services essentiels, donc les entités critiques d'abord, et puis par après, on va regarder qu'est-ce qu'il y a moyen d'offrir comme service pour les entités importantes, donc plutôt l'annexe 2 au sens NIS 2, ou alors les organisations un peu plus petites. Mais il y a toujours ce qu'on appelle en interne un judgment call qui est fait. Donc on évalue toujours si oui ou non, quel va être l'impact. Donc pour un petit exemple, mais si ça vous amuse, vous pouvez une fois aller voir sur le site siphon.be. C'est pas une blague, c'est pas le fun parce que c'est fun, mais c'est Cyber Fundamentals qui est un framework qui est utilisé en Belgique pour les mesures de sécurité qui se mappent à du 200%, à de l'ISO 27002, voire 1, mais je crois qu'il est plus compatible avec le 2 parce qu'il prend vraiment les points de contrôle, le NIST, le 6, les 6 controls, il y a même un mapping, donc si vous cherchez quelque part un truc facile, vous faites le mapping entre les différents contrôles avec les versions les plus récentes. Je vous engage une fois à aller voir sur le site. Les gouvernementales, c'est gratuit, c'est downloadé. Mais il y a là-dedans aussi un petit Excel qui permet de faire une analyse de risque pour chaque opérateur individuellement pour se dire, tiens, voilà, ça c'est les paramètres par défaut par rapport à mon industrie, où est-ce que je me situe par rapport à ça? Et si je change quelques paramètres, quels sont les différents points de contrôle? Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est, parce que hier, je crois qu'il y avait une intervention d'une personne, une question qui disait, c'est quelqu'un qui apparemment était actif dans l'ethical hacking. Il disait oui, je vais préparer tout à l'avance, etc. C'est correct, mais la majorité des attaques, 90, 90%, voire 95% des attaques, voire même plus, ne se font pas par des attaques qui sont préparées des mois et des mois à l'avance. Oui, certes, il y a des accès qui sont vendus des mois à l'avance, bien via ce qu'on appelle des initial access brokers et des choses pareilles sur le marché noir. Mais c'est pas, je veux dire qu'il y a une donnée économique là derrière aussi. Hein. Le hacker qui monopolise une équipe de 10-20 personnes doit être sûr qu'à un moment donné, il va pouvoir payer ces pauvres gens. Enfin, ces pauvres gens, on aurait presque pitié de ces gens-là. Donc, il y a tout un modèle économique là derrière. Mais dans cette analyse de risque là aussi, hein, on voit donc on a défini 3 niveaux, 4 niveaux. C'est relativement simple comme modèle. Mais 82% des attaques, plus de 80% des attaques, on peut le faire avec des mesures de base très basiques. Et puis on va monter alors vers 100% des attaques. Alors on a le modèle qui est vraiment le modèle d'implémentation directe au niveau je dirais presque du 27001 à 27002, mais full blown avec tout ce qui va dessus en pointe et en détail. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour les explications. Oui, merci. Nabil. Non, ça. Okay. Je continue toujours par rapport à ton retour d'expérience, Jean-Luc. Quels sont les défis les plus importants auxquels les opérateurs d'infrastructures critiques sont confrontés lors de la mise en œuvre des mesures de cybersécurité pour se conformer à la CER? Je crois que c'est relativement facile comme réponse. Là, tout à l'heure, on a eu l'occasion de discuter où il y avait une présentation qui était au niveau de Dora. On a beaucoup insisté sur l'analyse de risque et du contexte de l'entreprise. Je crois que c'est la même chose. Les grosses discussions auxquelles j'ai participé aussi, c'est de savoir est-ce qu'un opérateur de services essentiels ou de critique doit, par exemple, toute son entreprise se conformer par rapport aux exigences? Est-ce qu'il y a que certains processus, et processus critiques où il faut se conformer, etc. Tout ça, ça fait partie de l'analyse de risque. Je crois qu'il y a... En fait, il faut aborder les choses, je crois, de deux manières. Il y a des industries qui sont très matures au niveau de toute la partie GRC, Governance, Risk et Compliance. Il y en a d'autres qui ne le sont absolument pas. Donc, si on fait du bashing au niveau de ces gens-là avec des mesures plutôt management consulting,
des grandes analyses de risque qui coûtent très cher, parce que je veux dire, la consultance, je veux dire, c'est pas les gens les moins chers non plus. Enfin, en cyber, il n'y a personne qui est bon marché, hein, soyons honnêtes. Si c'est bon marché, c'est pas un bon signe non plus. Tout à fait. Par rapport à cela. Donc il faut trouver un bon équilibre entre des solutions et des éléments pragmatiques et pratiques, et parfois même, voire même techniques, des solutions voire même techniques. Je n'ai pas peur parfois de conseiller des solutions techniques sans devoir dire ouais, d'abord il faut faire toute votre analyse de risque, etc. Je trouvais hier aussi une discussion, un point très intéressant de quelqu'un qui disait ou qui parlait qui posait la question au niveau des backups, parce qu'il faut mettre les backups off-site ou dans le cloud, etc. Et la réponse c'était le 26e ou le 27e de tous les contrôles. C'est certainement pas le premier, mais moi personnellement, ce serait le 4e ou le 5e conseil que j'oserais donner à quelqu'un pour le dire dans ce cadre-là. Ce serait peut-être mieux, faites-le comme ça. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a les éléments qui sont actionnables. Et je crois que, surtout d'un point de vue gouvernemental aussi, si on veut parler aux gens, il faut parler leur langage. N'oublions pas qu'il y a toute une série d'opérateurs qui vont être considérés comme étant essentiels, qui ne sont pas très grands. Je veux dire, on parle de 50 personnes, de 50 employés, non, 250 employés, entre 50 et 250, mais certains secteurs, c'est même moins que cela. C'est des grosses PME, c'est parfois des start-up ou des scale-up, etc. Il faut leur parler leur langue. On peut avoir une industrie qui produit, une entreprise familiale qui a 250 personnes, voire même plus. Elle va se retrouver à un moment donné, peut-être embarquée, non, pas peut-être, elle va se retrouver embarquée dans ces éléments-là et il va falloir les aider et les soutenir. Donc pour moi, la réponse, elle est à deux niveaux. Pour certaines entreprises, c'est faire leur analyse de risque, même si je crois qu'au niveau de toute une série d'analyses, certains secteurs sont déjà très bien préparés. Je crois que parfois ça manque un peu de pragmatisme. Le pragmatisme étant, je vais citer un exemple très concret, secteur hospitalier, quand moi je suis amené à aller donner une aide au niveau du secteur hospitalier, je remarque que les plans de continuité par rapport à sauvegarder les patients, par rapport à faire en sorte d'éviter que l'on mélange les médicaments s'il y a un ransomware par exemple, parce que bon, les systèmes ne sont plus disponibles, etc., qu'on a des protocoles qui sont mis en place, ça fonctionne. Je ne vais pas juger si ça fonctionne bien, mais ça me semble être effectif. Efficace, c'est encore autre chose, mais c'est effectif par rapport à cela. Même s'il y a des cas malheureux où des gens sont décédés à cause d'attaques informatiques. Mais c'est plutôt rare. Par contre, ce qui fonctionne beaucoup moins bien dans le cadre des hôpitaux, et rappelons-le, peut très bien se retrouver dans le cadre d'un CERC ou dans le cadre d'un NIS 2, ça c'est sûr. CERC, c'est même probable dans certaines entités. Ce qui fonctionne beaucoup moins, c'est la partie interaction de l'IT avec le management des hôpitaux. Et donc, on a des cellules de crise BCP, on a des discussions avec le top management pour définir quelles sont les fonctions critiques. On a des beaux playbooks pour dire, voilà, d'abord mettre en place la pharmacie, parce qu'apparemment, voilà, pharmacie, radiologie, etc., etc., etc. Par contre, in fine, tout revient chez l'IT manager qui, lui, dort 4 heures par nuit. Alors, il tient le coup pendant une semaine. Mais j'ai eu des IT managers qui n'avaient plus dormi ou quasiment plus dormi depuis une semaine. Transposons cela avec parfois la volonté du top management de voir physiquement des gens sur place. Et j'ai même eu des situations où j'ai entendu je veux que tous les IT, tous les gens soient physiquement sur place. C'est très bien si vous avez un club de 30, 40, 50, voire 100 informaticiens, parce que dans certains cas, les organisations, on a été donné un coup de main, ce n'étaient pas les plus petites non plus. Ces gens se tournent les pouces. Ok, ça c'est un truc. Ils sont pas, je veux dire, à un moment donné, ils veulent bien aider. Et c'est là où ça commence à devenir dangereux. Ils commencent à vouloir aider, donc ils commencent à prendre eux-mêmes des initiatives. Et donc ils remettent en place des systèmes eux-mêmes, où ils cèdent à la pression, parce qu'on est le pote de quelqu'un, etc., etc. Tout ça, c'est des éléments très concrets et pratiques que nous, on a vus. Et donc, je plaide quand même que quand on met en place des plans de BCP, des plans d'analyse de risque, peu importe quoi, des plans d'awareness, qu'on n'oublie pas le côté pratique et pragmatique des choses. Oui. De prendre des exercices très spécifiques. On a discuté, puis je vais vous citer la parole, mais on a discuté par exemple de quels étaient les types d'exercices au niveau national qu'on ferait pour tester nos plans de crise, par exemple. Cette année-ci, on va prendre un scénario qui est beaucoup plus simple. On ne va pas essayer d'intégrer
4, 5, 10, 20 administrations, c'est très bien ce niveau des choses, mais parfois, si votre opérateur télécom est down, il ne fonctionne pas, et qu'une partie de vos protocoles de communication réside là-dedans pour notifier les gens, je veux dire un truc aussi simple que ça, comment est-ce qu'on va le faire? Donc la réponse, ça doit venir des deux côtés. Très bien. Je te rejoins parfaitement et je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. On a eu malheureusement plusieurs cas de figure durant les dernières années, surtout côté hôpitaux, que ce soit en France, que ce soit aussi, j'imagine, en Belgique, et d'ailleurs partout. Donc aujourd'hui, c'est un secteur qui est très ciblé. Alors, j'ai une question pour Nabil. Selon toi, c'est quoi le rôle des autorités nationales de cybersécurité pour garantir la conformité à la CER et assurer la résilience face aux menaces cybernétiques? La responsabilité, c'est comprendre le système, les éléments critiques, l'analyse du risque de menace, et puis faire un framework pour établir la mitigation. Il y a une chose de directive ici, j'aimerais être là, c'est que, comme on dit en Amérique du Nord, security by design. C'est la manufacture de ces éléments critiques qui n'ont pas standard de protocole qu'ils utilisent. Ça crée beaucoup de risques. Il faut renforcer que tous les éléments qu'ils utilisent, au moins utilisent un protocole standard. Ça va éliminer beaucoup de risques. On va avoir un framework, on va avoir une notification nationale. Aussi prendre une stratégie, comment gérer ce risque-là, et comment assurer que sur tous les États membres, au niveau des évaluations de risque de menace, il est harmonisé pour comprendre la mitigation. Comme je dis tout à l'heure, c'est comme les systèmes bancaires. Pour un banque A et qu'on communique avec banque B, il y a un certain niveau de critères ou de requises avant même d'ouvrir la discussion. Parce qu'on a besoin, c'est ce que j'aime bien la directive, mais comment renforcer, j'ai encore la même question pour établir la sécurité, mitiguer les risques. D'accord. Alors en termes... Peut-être par rapport à ça, un élément de réponse, je crois que c'est, il y a la partie sanctions, pénalité, etc. Et puis je crois que c'était toi qui avais posé la question pour dire les amendes. C'est moi. Ouais. Non, Pardon? Non, ça va, je suis là. Non, je voulais revenir, est-ce qu'on a eu déjà des exemples en fait, de sanctions sur cette directive, parce qu'on sait très bien que, par exemple, en termes de RGPD, on a eu des cas de figure en termes de sanctions, mais en termes de cette réglementation, est-ce qu'on a eu déjà des sanctions ou non? Moi, au niveau de Nice 1, je ne suis pas au courant, mais peut-être que les gens ici dans le public sont au courant de ça, mais personnellement, au niveau Nice 1, non. Et la question, alors, par après, parce qu'on sait que les sanctions sont équivalentes au niveau RGPD, au niveau Nice 2. Je crois que dans une première phase, ce qui va être important à mettre en place, c'est toute la partie inspection, service d'inspection au niveau gouvernemental. Je sais que ça, c'est quelque chose sur lequel on se prépare beaucoup. Je crois que ça va être surtout important. Et puis pour CER, on a en plus aussi la possibilité au niveau de la commission d'effectuer certaines missions. Je ne crois pas qu'ils appellent ça contrôle, parce que j'avais lu, parce que j'ai l'habitude de lire les documents en anglais. Mais je crois que c'est des missions de conseil. Je crois que c'est marqué dans la directive, si je ne m'abuse. Mais bon, en gros, c'est pouvoir quand même aller contrôler sur place s'il y a des choses qui se passent vraiment mal. Par rapport à ça, je crois vraiment qu'au niveau de la partie inspection, ça va être très important. Parce qu'on s'est déjà retrouvé dans des cas de figure où les choses ne tournaient pas correctement. On se rendait compte que malgré l'obligation de notification, ici c'était sous Nice 1, donc il y avait encore le département juridique qui avait des interprétations de juristes par rapport à ce qu'on notifie ou ce qu'on ne notifie pas. Néanmoins, on sentait qu'il y avait anguille sous roche et que ce n'était pas correct par rapport à ça. Et je crois que le fait d'avoir au niveau gouvernemental la possibilité de faire des inspections et j'espère très rapidement des inspections, de pouvoir monopoliser ces ressources-là, ça va aider. Et là, on rentre typiquement dans la partie cyber-résilience. Comment augmenter la cyber-résilience? Ça, c'est une des façons de faire pour contrôler par rapport à ça. Parce que les amendes, c'est post, c'est très bien, mais c'est post-mortem. Quand il y a un incident qui est en cours et quand il y a des enjeux nationaux
voire même cross-border, parce que bon, la directive parle aussi d'incidents qui ont un impact sur un, sur deux ou plusieurs autres pays avec des activations au niveau européen et des mécanismes de gestion de crise au niveau européen. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir... Et donc, pour moi, la partie inspection, dans la première phase même, ça c'est un des éléments qui sera probablement activé le plus rapidement possible par rapport à ça. La partie amende, ça, voilà, à voir. Je voudrais rajouter aussi l'article 22 dans les directives indique que les pénalités et les sanctions vont être établies à partir du 17 octobre 2024. D'accord. Donc ils ont encore du temps pour se conformer, ils ont tout intérêt à s'y mettre pour être conformes. Alors, Jean-Luc, vu ton expérience et vu ton poste, j'aurais une question à te poser. Quelles sont les meilleures pratiques pour la gestion des incidents de cybersécurité, y compris la notification aux autorités compétentes conformément à la CER? Alors, il y a plusieurs questions là-dedans. Notification des incidents. Il y a la partie qu'est-ce que la loi, qu'est-ce que la législation nationale va imposer aussi, parce que bon, il y a la notification durant les 24 heures et puis durant les 72 heures aussi, etc. Et puis un rapport final. Enfin bon, il y a tout un processus qui est décrit, mais un early warning durant les 24 heures par rapport à ça. Puis il y a le côté pratique. Je dis toujours aux opérateurs, je dis si vous avez envie, vous avez besoin d'une urgence et vous devez faire appel à nos services, téléphonez-nous et ne rentrez pas un ticket ou un site web ou un formulaire web ou n'importe quoi, parce que c'est des choses que l'on connaît aussi. Et je leur conseille aussi vivement de bien réfléchir quand ils nous contactent le vendredi après-midi ou le vendredi soir, parce que ça c'est quelque chose, on voit quand même des petits pics par rapport à ça, de leur assurer ou de s'assurer que c'est vraiment important et que c'est pas juste du compliance, parce que parfois le vendredi on ne sait jamais parce qu'il y a le week-end et puis on fait quand même vite le rapportage. Je crois que par rapport à ça va être un challenge d'ailleurs pour nous aussi pour voir, et puis l'augmentation au niveau des incidents et des notifications, parce qu'il y aura l'obligation de notifier les incidents et puis la définition par rapport à ça. Donc là, on verra un peu, comme on dit en anglais, proof will be needing the pudding. Donc là, on verra un peu. Et la première partie de ta question? Alors, la première question, c'était les bonnes pratiques pour mettre en place, élaborer un processus de gestion des incidents liés à la cybersécurité. Oui. Par rapport à ça, je crois que il y a forcément les standards ISO d'incident management, etc. Et ça, c'est les bonnes pratiques. Donc, je ne vais pas répéter ce type d'éléments-là. Je crois que vous les connaissez tous. Ce qu'il y a comme approche alternative par rapport à cela, c'est l'approche que je suggère parfois aussi, c'est de se dire quelles sont les bonnes étapes que l'on prend en cas de ransomware. Et si vous reprenez par exemple les différentes étapes, nous on avait fini 12 étapes, on peut en discuter qu'il y en ait 13, peu importe, mais on n'a pas 50 si on parle au niveau high level. Vous allez retrouver tous les standards et vous allez retrouver le standard au niveau de la partie continuité des services, etc. Mais ça parle un langage compréhensible pour tout le monde. Comme détecter quelle est l'origine de l'attaque, ne pas directement prendre des actions, quel est le plan de communication, d'emergency, etc., 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 toute une série de choses, comment est-ce qu'on mesure l'impact, etc. Donc je crois que si on essaie de prendre par rapport à une approche un tout petit peu plus pratico-pratique, si vous me permettez le cas, on va parvenir plus facilement à faire comprendre et à vendre, quote, toute la partie standard. Parce que la partie standard, n'oublions pas, même si je suis personnellement aussi certifié ISO 27001, je donne aussi quelques trainings par rapport à cela, ça reste de la matière qui est ardue, c'est de la matière qui est quand même très très éloignée par rapport à la réalité du terrain. Il y a beaucoup d'éducation qu'il faut mettre en place par rapport à ça. Et donc, pour moi, moi je dirais, si vous voulez mettre en place un plan de réponse à l'incident, partez d'un incident théorique et voyez quels sont les différents plans que vous devez avoir. On a parlé de qui fait quoi, comment, les rôles et responsabilités au niveau des incidents, qui active quoi, comment est-ce qu'on communique s'il n'y a pas de communication, est-ce qu'on va réfléchir à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on met en place des WhatsApp et on crée des mailbox au niveau Gmail, ce que j'ai entendu comme exemple aussi. A fortiori, si ça fait partie du plan, j'ai personnellement pas de problème avec ça, parce qu'on a un moyen de communiquer. C'est plus important de communiquer que de ne pas communiquer. Ça, c'est critique. Voilà. Donc, Ok, parfait. Merci beaucoup, Jean-Luc.
Donc on va céder la parole maintenant à l'audience. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'arrive. Merci Elsa. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Pas mal d'éléments intéressants et des pistes qui, j'espère, seront objet de discussion très rapide, ou du moins très rapidement. Là, ma question, elle tourne autour d'un point, c'est que vous avez annoncé tout à l'heure qu'effectivement, les entreprises, les organismes certifiés ISO 27001, ça ne les empêchait pas d'être piratés. J'ai envie de vous dire que vous avez absolument raison, parce que ce n'est pas du tout le but. On sait tous qu'en plus, le cadre de la certification 27001, elle tourne autour d'un périmètre qui est défini, et une entreprise, un organisme peut faire certifier uniquement un process, une activité, et pas l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est l'abus de langage qui permet d'être bankable au niveau 27001. Dire que telle entreprise a certifié 27001, en fait, c'est faux. Mais l'idée, pour moi, sur la directive CER, c'est qu'au final, ce sont vraiment toutes les activités critiques des entités essentielles et entités importantes. Outre le fait que la 27001 peut être un outil, quels vont être les éléments, ou du moins les autres outils qu'ils peuvent vraiment employer tout de suite, c'est-à-dire faire appel à des prestataires spécifiques par rapport... Voilà. Est-ce qu'il y a une grille de lecture sur cette directive-là qui, par la prise de conscience de l'entreprise, peut dire « Ok, je vais faire appel à telle boîte parce que je sais que là, ils vont le faire. Je sais qu'en France, il y a l'ANSSI qui est en charge, par rapport à Nice 2, d'accompagner. Est-ce que d'autres entités, d'autres organismes ont cette capacité-là aussi ?» Merci pour la question. Je ne sais pas qui souhaite répondre. Je crois que d'un point de vue aide au niveau gouvernemental, parce que la réponse, elle sera un peu dépendante de... Je crois qu'il y a aussi une approche un peu nationale par rapport à ça. En ce qui nous concerne, nous développons le framework au niveau de Cyber Fundamentals qui définit quels sont les éléments importants. Et en gros, le niveau importance est le niveau qui contient 140 mesures de sécurité qui, quelque part, sont les mesures à mettre en place. Quand on a une entité critique, mais à nouveau, on corrèle ça avec la partie analyse de risque aussi. Parce que, par exemple, on peut se retrouver une maison de repos, prenons un exemple, une maison de repos, secteur de la santé, annexe 1, beaucoup de prestataires, voire beaucoup d'employés, opérateurs de services essentiels. Pas tout à fait la même chose qu'un grand hôpital ou une grande unité de production XYZ de tapis ou de n'importe quoi, même si le tapis n'est pas considéré comme NIS 2, mais je crois que vous comprenez l'exemple par rapport à ça. Donc il y a ça corrélé avec une analyse de risque. Ça permet alors, dans notre cas, de diminuer les points de contrôle. Et donc il y a alors moins de points de contrôle à mettre en place. Pour dire que c'est pour ça plus facile, alors par rapport aux prestataires, je veux dire, ça c'est toujours une bonne question, c'est un peu délicat pour nous, parce que bon, pour nous, on ne peut pas influencer trop au niveau du marché non plus. Donc je veux dire, par rapport aux prestataires, je crois que les collègues ici à côté peuvent plus facilement répondre par rapport à cela. Donc voilà, Mon opinion, toutes les directives, les standards, c'est bien au niveau du processus. À fin de journée, c'est un réseau. Sans faire l'analyse de vulnérabilité technique, souvent, tu n'arriveras pas à comprendre quel est vraiment le risque vrai. Avant qu'on faisait, parce qu'on fait ça tout le temps, analyse de scan, ça ne donne rien, c'est juste scan si les portes ouvertes ou non. On fait l'analyse du penetration testing, essaye, c'est bien. On fait les red teaming pour voir une équipe vraiment, est-ce qu'on est résilient. À ce moment-là, on vient pour vraiment faire l'analyse au niveau technique avec les outils, est-ce que l'organisation est résiliente. Mais avec ça aussi, il y a des problèmes. La dernière fois, on fait en Amérique du Nord, qu'on fait Burble Team. Ce qu'on a vient, normalement on attaque vendredi soir ou samedi soir des réseaux, jusqu'à lundi matin, quelqu'un qui comprend ce qui arrive, ou c'est quelqu'un parfois, les administrateurs des réseaux y voient, il envoie un email à son patron, le patron il lit l'email lundi après-midi, on est déjà 72 heures minimum, on est là. Donc ce qu'on fait maintenant, si on va faire une attaque, est-ce que tu nous vois? Quel est le processus? Tu invoques des ISO 27001, où il y a une norme qui est là. Quel est le processus? On voit, on fait, il faut avoir des
des cours pour les exécutifs pour qu'ils comprennent. Si tu vois, il y a un réseau il est en train de faire une attaque tout de suite, il y a des appels de sécurité. Mais quel est le rôle des CEO ou des gérants pour ça? Donc, bref, il faut avoir une analyse vulnérabilité. Avec l'équipe, il est là qui voit une attaque réelle, comment il réagit, quel processus, quelle politique, quelle est la communication, comment il l'arrête. Ce qu'on fait, après ça on montre comment elle fait bien, et ça s'appelle ça en anglais cyber range, qu'on vient vraiment faire l'analyse de vulnérabilité pour comprendre, au final, chaque 6 mois, chaque 3 mois, chaque an. Au moins tu comprends, avec l'analyse de risque, tu vois techniquement quelles sont les failles de ces réseaux-là. Ce qui serait peut-être aussi, je veux dire, peut très facilement envisager, je suis même sûr que ça doit exister, que chaque entreprise fasse une fois un maturity assessment par rapport à NIS 2, par rapport à la compliance au niveau NIS 2, et de dire où sont mes weak spots et mes weak points. Si je prends rien que la partie législation, mais la législation sera différente, parce que bon, il y a les éléments minimaux qui sont définis dans NIS 2, mais chaque État est libre de rajouter encore des éléments supplémentaires. Je suis sûr qu'en France, on va garder les éléments minimaux, on ne va pas en rajouter. Ça va être très... Je sais pas. Tout à fait. Alors, en fait, aujourd'hui, l'enjeu, sincèrement, on ne parle plus de la cybersécurité. Même en termes de terminologie, on a changé la terminologie, on parle de la cyber-résilience, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir les process. C'est vrai qu'on a les process, on a les sauvegardes, les restaurations, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises sont capables de reprendre leurs activités, parce qu'on parle des OIV? Est-ce qu'ils sont cyber-résilients? Qu'est-ce qu'ils ont mis? Donc ça, c'est un débat. Je pense que le fait d'être certifié ISO 27001, ça ne va pas être aujourd'hui un argument. Donc il faut vraiment démontrer et être en mesure de reprendre les activités dans les meilleurs délais. Donc aujourd'hui, on a senti ça et on a remarqué dans les hôpitaux. Donc on est revenu aux années 80, donc 100% papier, ça fait mal quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'avenir. Voilà, merci. C'est Marius Corby. J'aimerais prendre la parole. J'ai vu que le panéliste a développé un thème important, la détection de vulnérabilités sur les infrastructures essentielles. Il y a des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on va faire la jonction entre l'OT et l'IT. Et ce qui est important dans les installations critiques, on voit qu'on maîtrise plus le côté IT que le côté OT. Alors, ma problématique ici est que comment détecter, n'est-ce pas, les actifs critiques au niveau OT, puisqu'aujourd'hui, on fait la connexion. Ça s'impose à nous, parce qu'on met en place les systèmes de supervision comme de SCADA et autres. Mais pas derrière, l'OT, on n'arrive pas à maîtriser. Et aussi, c'est difficile aux entreprises de pouvoir faire le changement de leurs actifs OT dans de brefs délais. Donc quand ça amortit, il y a un prolongement, n'est-ce pas, de la durée de vie selon l'organisation des équipements OT. Et là, je vous assure que le risque est à ce niveau. Et au niveau mondial, on voit les blackouts au niveau de l'énergie. Comme vous l'avez ici mentionné également, au niveau du secteur de l'eau, on peut avoir la cybercriminalité, etc. Donc cette problématique aussi à prendre en compte au niveau de la directive CER. Voilà. Merci. Merci. Donc il reste quelques minutes. Merci pour la question. Je laisse les panélistes répondre. Je peux répondre. J'avais pas compris. C'était une question, non? C'était plus un constat de dire, n'oublions pas la partie IT. Okay, je crois que vous avez, la partie OT, vous avez tout à fait raison. Oui. Je remarque sur ça aussi. Désolé, Jean-Luc. Vas-y. C'est que c'est la sécurité, c'est des couches de défense. Si tu mets un nouveau système, il faut vraiment regarder quels les éléments d'autres dans le réseau. Il faut regarder comme les firewall rules pour bien regarder ce qui arrive de nouveau, soit vigilant, travailler avec tout. Parfois même, l'organisation va mettre un nouveau élément sans avertir l'administrateur de réseau qui voit sur là qu'il y a un nouveau. Il faut vraiment, c'est un travail d'équipe pour essayer de comprendre la raison pour laquelle l'éducation, des awareness, comme on dit, c'est très important de tout le monde comprend quel est le responsable de réel. Je dis le minimum sur 112 heures sur le réseau jusqu'à ce qui arrive le lundi pour savoir ce qui arrive. Merci. Je crois que de toute façon, pour nous, au niveau de l'OT ou de l'IT,
quand on parle de cybersécurité, pour nous, les deux mondes se convergent. Maintenant, les personnes que l'on a à gauche ou à droite, ce n'est pas du tout les mêmes personnes, on ne parle pas le même langage. Les gens qui sont spécialisés au niveau sécurité IT, ou IT sécurité en général, et ISO, etc., ce n'est pas du tout le même langage que les ingénieurs qui pilotent et qui font les différentes choses. Mais il y a des groupes de travail qui se mettent en place pour essayer de voir comment est-ce que les deux langues peuvent se combiner, parce que techniquement, je veux dire, sauf quand on parle de protocole, mais si c'est connecté sur Internet, je veux dire, vous utilisez un showdown, vous allez le voir, vos devices OT, donc peu importe, je veux dire, à partir du moment où il y a un protocole qui est connecté d'une façon ou l'autre, ou un device d'une façon ou l'autre sur Internet, vous allez le voir, et là, ça devient un problème cyber. Donc pour nous, la partie cyber, elle est... mais vous avez tout à fait raison, hein, je veux dire, il ne faut pas oublier cette partie de sécurité. Mais quand moi je parle au niveau de cyber, on essaye de faire en sorte que dans nos équipes, on ait des gens aussi qui comprennent les environnements OT, qui ne sont pas techniquement les plus sexy, entre parenthèses. Pour motiver des jeunes, ils préfèrent faire de l'analyse malware que d'un PLC ou n'importe quoi pour piloter je ne sais pas quoi. C'est beaucoup moins sexy pour les jeunes, mais on essaye quand même d'envoyer aussi les gens et nos collègues par rapport à des formations au niveau OT, que faire par rapport à ça. Merci, en tout cas le temps passe très vite. C'était un plaisir en tout cas d'avoir aujourd'hui dans notre table ronde Jean-Luc et Nabil. Merci aussi à l'audience, merci d'être présent aujourd'hui dans la conférence de PCB. Voilà, donc on clôture la session et merci pour votre attention.